La déesse Victoire ne se tient que du côté de celui qui a le plus d'artillerie. Cette citation de Napoléon, le dieu de la guerre français, a été vérifiée d'innombrables fois dans l'histoire cruelle des guerres. Cependant, lorsque la puissance de l'artillerie est poussée à l'extrême, elle n'est plus qu'une simple accumulation de nombres, mais se transforme en un monstre industriel qui détruit tout sur son passage. Avez-vous déjà vu un canon capable de briser les organes internes et de provoquer des tremblements de terre? En 1942, les Allemands ont dévoilé en Crimée un monstre d'acier de 1350 tonnes, le canon sur rail Gustave. Avant qu'il ne tire, des milliers de soldats doivent faire le même geste, ouvrir grand la bouche et se boucher les oreilles très fort, car le bruit qui suit peut briser instantanément les tympans, voire faire résonner et rompre vos organes internes dans la cage thoracique. Ce qu'il enfonce dans la chambre à tir, c'est un obus perforant géant de 3,6 mètres de long et de 7,1 tonnes, l'équivalent de 2 chars. Au moment du tir, une flamme de 50 mètres de large jaillit, les buissons dans un rayon de 500 mètres sont arrachés, et la scène ressemble à un astéroïde qui percuterait la Terre. Et son tir le plus fou a littéralement traversé 30 mètres de couches rocheuses naturelles sous l'eau et sous terre pour faire détonner avec précision un dépôt de munitions secret soviétique. En un instant, l'eau de mer a bouillonné et toute la falaise a été littéralement éclatée et pulvérisée de l'intérieur. L'onde sismique provoquée par cette explosion a même été clairement enregistrée par des stations sismiques à des centaines de kilomètres. Ce n'est plus un tir d'artillerie, c'est une catastrophe géologique fabriquée par l'homme. Aujourd'hui, nous allons révéler l'esthétique de la violence industrielle la plus extrême et la plus folle de l'histoire de la guerre humaine. Le 5 juin 1942, à 5h30 du matin, à 16 km au nord de la péninsule de Crimée, sur une position ferroviaire spéciale couverte de filets de camouflage, pas de coup de feu, pas d'odeur de cadavre, pas la boue et la fumée familière des tranchées, seule l'odeur d'huile hydraulique et un silence étouffant. Dans ce silence, 1350 tonnes d'acier reposent paisiblement sur 2 voies ferrées parallèles. Son nom est Gustave, désignation allemande Dora. Ce canon est l'arme mobile la plus imposante de l'histoire de la guerre humaine. À ce moment, il lève son canon de 32,5 mètres de long à un angle de 53 degrés, pointant sa bouche vers la forteresse de Sébastopol, à 30 km au sud-ouest. À l'intérieur du canon, un obus perforant pour béton est déjà en place. 3,6 mètres de long, 7,1 tonnes, l'équivalent du poids de la tourelle de 2 chars Sherman. Derrière la chambre à tir, 1,85 tonnes de charge de propulsif forment comme un mur noir, attendant d'être enflammé. Des milliers de soldats cessent tout mouvement. Ils ouvrent la bouche, se bouchent les oreilles, portent des protecteurs auditifs. C'est l'ordre, car le son qui suivra est suffisant pour briser les tympans non protégés, suffisant pour faire résonner et rompre les organes internes dans la cage thoracique. L'officier de tir lève son drapeau de signalisation. Le système hydraulique démarre. Le poussoir enfonce l'obus de 7,1 tonnes au fond de la chambre à tir. La culasse en forme de scorpion tourne et se ferme, émettant un bruit sourd de métal qui s'engraine. Feu! En un instant, une étincelle électrique enflamme la charge propulsive. Tout le canon de 1350 tonnes recule d'un bond. Les traverses se brisent. La plateforme ferroviaire s'enfonce. Une boule de feu orange de 50 mètres de diamètre jaillit de la bouche du canon, illuminant toute l'aube de Crimée. Une onde de choc blanche, visible à l'œil nu, se propage en cercle. Les buissons dans un rayon de 500 mètres sont arrachés. La terre et les débris sont projetés en l'air. Un nuage de poussière annulaire s'élève, comme si un astéroïde avait percuté la surface de la Terre. L'obus sort du canon. Vitesse initiale, 720 mètres par seconde. Il ne vole pas. Il est propulsé de force par l'énergie chimique de 1,85 tonnes de propulsif, contraint par l'acier d'un calibre de 800 mm, par l'esthétique de la violence la plus extrême de la civilisation industrielle humaine. L'obus déchire l'air, émettant un sifflement semblable à celui d'un train à vapeur. Non, plus lourd, plus grave, plus comme un grondement venant des profondeurs de l'enfer.
Les soldats soviétiques à 30 km entendent ce bruit. Ils lèvent la tête, regardent le ciel. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent seulement que quand ce bruit s'arrêtera, la destruction arrivera. L'obus a volé pendant environ 42 secondes. Il a pénétré la surface du complexe de forteresse de Sébastopol, enfoncé 30 mètres dans la couche rocheuse souterraine et touché avec précision un dépôt de munitions souterrain soviétique. Explosion. Pas une seule explosion. Une série d'explosions. Les obus, les explosifs, le carburant dans le dépôt sont détonés en chaîne. Toute la falaise est éclatée de l'intérieur. Des débris de béton jaillissent dans toutes les directions comme une pluie battante. L'onde de choc projette des soldats à des centaines de mètres en l'air. Un nuage en champignons noirs s'élève, obscurcissant la moitié du ciel. Onde sismique. Enregistrée par des stations de surveillance sismique à des centaines de kilomètres. Ce n'est plus de l'artillerie. C'est une catastrophe géologique terrifiante. Et sur le site du tir, le canon du Gustave fume encore. Le monstre d'acier de 1350 tonnes se remet lentement en position. Les artilleurs commencent à nettoyer la chambre à tir, vérifient les rayures du canon, préparent le prochain obus. Tout le processus prend environ 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, Sébastopol, à 30 km, vit sa journée la plus terrifiante de son siège de 250 jours. Mais ce n'est que le début. 48 heures plus tard, un autre obus créera le record de destruction le plus légendaire de cette bataille. Et avant cela, nous devons revenir en 1936, à l'usine Krupp à Essen en Allemagne, au moment où Hitler a présenté cet indicateur technique fou aux ingénieurs. Car pour comprendre la puissance destructrice du canon sur rail Gustave, nous devons d'abord comprendre comment il a été créé. Pour comprendre sa création, nous devons d'abord comprendre la folie de cette époque. Et pour comprendre la folie de cette époque, nous devons commencer par la ligne Maginot. Dans l'Europe des années 1930, une sorte de culte collectif de la défense s'est installé. La France, ce pays qui a perdu toute une génération de jeunes pendant la Première Guerre mondiale, a décidé de ne plus laisser les soldats mourir. Ils ont choisi de laisser le béton mourir à leur place. De 1929 à 1936, la France a dépensé 5 milliards de francs pour construire, le long de la frontière franco-allemande, un système de défense permanent de 700 km qu'elle a nommé la ligne Maginot. L'épaisseur du béton atteint 3,5 mètres. Les tourelles blindées peuvent tourner à 360 degrés et des tunnels souterrains relient les dépôts de munitions, les hôpitaux, les centrales électriques et les casernes. Les Français croyaient que cette ligne ferait retomber l'armée allemande dans la guerre de tranchées de 1914, que la guerre redeviendrait une guerre d'usure et que la France gagnerait à nouveau du temps. Mais Hitler ne pensait pas de la même façon. Au printemps 1936, à la chancellerie à Berlin, Hitler a convoqué Erich Müller, ingénieur en chef de l'usine Krupp. La réunion fut courte. La demande de Hitler était claire. Il avait besoin d'une arme, d'une sorte de marteau pour briser les os durs. Les indicateurs précis étaient les suivants. Pénétrer 7 mètres de béton armé ou 1 mètre d'acier blindé homogène avec une portée d'au moins 30 km. La précision devait également être suffisante pour toucher un complexe de forteresse. Müller s'est tu. Il savait ce que cela signifiait. À l'époque, le canon de marine de plus gros calibre au monde était le canon principal de 460 mm du cuirassé japonais Yamato. La puissance de pénétration exigée par Hitler dépassait largement ce niveau. Un simple agrandissement du calibre ne fonctionnerait pas. Le canon se courberait sous son propre poids, la pièce ne pourrait pas être déplacée, les obus ne pourraient pas être chargés. Cela nécessitait toute une nouvelle solution d'ingénierie. Les ingénieurs de Krupp se sont mis à calculer. Pas d'ordinateur, pas d'analyse par éléments finis, seulement des règles à calcul, des tables de logarithmes et des planches à dessin. Ils ont calculé les courbes balistiques, calculé les contraintes des matériaux, calculé les limites de pression dans la chambre à tir. La conclusion était, pour atteindre les indicateurs de Hitler, le poids de l'obus devait dépasser 7 tonnes et le calibre devait atteindre 800 mm. 800 mm,
C'est 1,74 fois le canon principal de 460 mm du Yamato. 2,3 fois le canon de Paris de la Première Guerre mondiale. Jamais dans l'histoire humaine, un canon d'un tel calibre n'avait existé. Mais Hitler a approuvé. En 1936, le projet a été officiellement lancé, sous le nom de code Gustave Lourd. Nommé d'après Gustav Krupp, l'ancêtre de la famille Krupp. Budget illimité. Délai illimité. La seule exigence était qu'il soit finalement construit. Le premier problème auquel l'équipe d'ingénierie a été confrontée était celui des matériaux. Un canon de 800 mm de calibre, tirant des obus de 7 tonnes, aurait une pression dans la chambre à tir de plusieurs milliers d'atmosphères. L'acier ordinaire aurait éclaté dès le premier tir. Les ingénieurs métallurgistes de Krupp ont développé un acier allié spécial au nickel-chrome-molybdène, soumis à plusieurs traitements thermiques pour que le canon puisse supporter les contraintes mécaniques extrêmes. Mais le poids du canon est devenu un nouveau cauchemar. Un canon de 32,5 mètres de long avait un poids propre stupéfiant. Si l'on utilisait une structure de affût traditionnelle, le poids total de la pièce dépasserait 2000 tonnes, et aucun chemin de fer ni route ne pourrait le supporter. Les ingénieurs ont dû repenser tout le système de support. La solution? Installer le canon sur 2 voies ferrées parallèles. Pas une voie, 2, côté à côté. La base du canon enjambe les 2 rails, utilisant 8 bogies géants, 40 essieux et 80 roues de train pour répartir le poids. Cette conception fait que le canon sur rail Gustave ressemble à un croiseur terrestre sur roue. Mais même ainsi, la plateforme d'un chemin de fer ordinaire ne peut pas supporter la charge concentrée de 1350 tonnes. Avant chaque déploiement, il faut d'abord poser un chemin de fer renforcé spécial avec une erreur de compactage du sol de seulement quelques millimètres. Une autre conception clé est la voie ferrée courbe. Comme la pièce est trop imposante, on ne peut pas ajuster la direction du tir en faisant tourner l'affût comme sur un canon ordinaire. Finalement, les ingénieurs n'ont pu que poser un tronçon de voie ferrée courbe pour que tout le canon se déplace le long de la voie courbe afin de réaliser la visée gauche-droite. Cela signifie qu'à chaque ajustement de la direction de tir, les sapeurs ferroviaires doivent reposer ou ajuster la voie courbe. En 1939, le prototype a effectué des tirs d'essai secrets sur le polygone de tir de Hillersleben. Lorsque le premier obus est sorti du canon, les vitres des postes d'observation ont été brisées par l'onde de choc, et des maisons de village à 3 km ont présenté des fissures. Les données des tirs d'essai ont prouvé que ce canon pouvait effectivement pénétrer 7 mètres de béton. Mais les tirs d'essai ont également révélé un problème fatal. La durée de vie du canon est extrêmement courte. Après environ 50 tirs, les rayures du canon s'usent au point qu'il faut remplacer le tube intérieur. Remplacer un tube intérieur nécessite de démonter tout le canon, de le renvoyer à l'usine, ce qui prend des mois. En 1941, le canon sur rail Gustave a été officiellement remis à l'armée allemande. À cette époque, l'opération Barbarossa avait déjà été lancée, et les Allemands pénétraient profondément dans l'intérieur de l'Union soviétique. Le premier déploiement opérationnel de ce canon visait cette forteresse de la péninsule de Crimée qui avait donné du fil à retordre aux Allemands pendant 250 jours, Sébastopol. Mais transporter ce canon jusqu'au front était en soi une opération d'ingénierie plus folle que la bataille elle-même. 1350 tonnes. Qu'est-ce que cela signifie? Un char allemand Panzer IV pèse environ 25 tonnes. Le canon sur rail Gustave équivaut à 54 chars Panzer IV empilés les uns sur les autres. Un char lourd Tigre pèse environ 57 tonnes. Gustave équivaut à 23 chars Tigre. Un train de marchandises ordinaire a une capacité de charge d'environ 1000 tonnes. Un seul canon Gustave dépasse la charge totale d'un train. Aucun véhicule ne peut le tracter, aucun chemin de fer ordinaire ne peut le supporter. Il n'y a qu'une seule solution, le démontage. Le canon sur rail Gustave est décomposé en plusieurs dizaines de composants principaux. Canon, affût, base, bogie, système hydraulique, système électrique, grue, wagon à munitions.
Chaque composant nécessite un wagon renforcé spécial. Au total, 25 wagons de marchandises lourds spéciaux sont nécessaires. Ces wagons ne sont pas des wagons de marchandises ordinaires. Leur châssis est spécialement renforcé et le nombre d'essieux est plusieurs fois supérieur à celui des wagons ordinaires. L'itinéraire de transport part d'Essen en Allemagne, traverse tout le continent européen, entre en Ukraine, puis se dirige vers le sud dans la péninsule de Crimée. Des milliers de kilomètres au total. Pour éviter que les ponts et les tunnels ne supportent pas le poids, l'itinéraire doit être soigneusement planifié. Sur certains tronçons, le train ne peut avancer lentement qu'à moins de 10 km par heure. Lorsqu'il y a un pont, il faut d'abord envoyer des sapeurs vérifier la capacité portante et, si nécessaire, renforcer les piles. Mais ce n'est pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est de réassembler ce canon sur place, au front. En mai 1942, le convoi de transport arrive à la position prévue, au nord de Bakhchisarai en Crimée. C'est à environ 30 km du front, le terrain est plat, adapté pour poser un chemin de fer spécial. Mais adapté n'est que relatif. Les ingénieurs doivent d'abord compacter le sol de toute la zone au point de pouvoir supporter une charge concentrée de 1350 tonnes. 250 techniciens spéciaux commencent le travail. Ils apportent 2 grues à portique de 110 tonnes. Ces grues elles-mêmes doivent être transportées, démontées et assemblées sur place. Une fois assemblées, elles ressemblent à d'énormes bras d'acier qui soulèvent les composants du Gustave des wagons et les placent avec précision à l'endroit prévu. Le canon est la pièce la plus difficile à manipuler. 32,5 mètres de long, plusieurs dizaines de tonnes, il doit rester absolument horizontal, sans la moindre torsion. 2 techniciens mesurent constamment avec des niveaux de précision aux 2 extrémités du canon, et l'opérateur de la grue ajuste finement l'angle de la flèche selon les instructions. Le canon descend lentement et s'accouple avec l'affût. Les trous de boulons s'alignent, les boulons se vissent, les conduites hydrauliques se connectent, le système électrique se règle. Ce processus a duré 54 heures, 3 jours et 3 nuits. Les techniciens travaillaient par équipe. Les machines ne s'arrêtaient pas. Pendant l'assemblage, le canon sur rail Gustave n'avait aucune capacité de défense. Ses composants étaient dispersés sur la voie ferrée comme un tas d'énormes blocs de métal. Une bombe aérienne de 50 kg aurait suffi à réduire tout le projet à néant. C'est pourquoi les Allemands ont déployé un vaste système de défense pour protéger le site d'assemblage. 2 bataillons de canons anti-aériens, équipés de canons de 88 mm et de canons automatiques de 20 mm, ont construit un réseau de feu anti-aérien à plusieurs couches. 2 compagnies d'infanterie motorisées patrouillaient dans les environs, avec des barbelés et des champs de mines. Des unités de fumigènes chimiques étaient prêtes à dégager de la fumée pour masquer la reconnaissance aérienne. Les unités de garde étaient équipées de chiens de police, avec une densité de patrouille nocturne d'un sentinelle tous les 100 mètres. Ce dispositif de défense constitue en soi un paradoxe militaire. Une arme offensive consomme plus de ressources défensives que sa propre puissance de feu. Sur 4000 soldats, moins de 500 opèrent effectivement le canon. Les 3500 autres fournissent protection, transport, maintenance et soutien logistique à ce canon. Assemblage terminé. Tir d'essai et calibrage. Le canon pointe vers Sébastopol. À ce moment, il reste quelques jours avant le tir officiel du 5 juin 1942. Les soldats du 672e bataillon d'artillerie lourd allemand se tiennent pour la première fois devant le canon sur rail Gustave entièrement assemblé. Ils lèvent la tête pour regarder le canon de 32,5 mètres, regarder ce monstre d'acier de 1350 tonnes. Certains ont peur, d'autres sont remplis de respect. D'autres encore ressentent une sorte d'absurdité indicible. Ils s'apprêtent à bombarder une ville avec le canon le plus imposant de l'histoire humaine. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce canon, au cours des 48 obus suivants, créera le record de destruction le plus stupéfiant de l'histoire de la guerre. Et l'un de ces obus changera directement le cours de la bataille de Sébastopol. Combien de personnes faut-il pour faire fonctionner un canon de 1350 tonnes? La réponse? 4120 personnes. L'équivalent d'un régiment d'infanterie complet. Tous des élites.
L'unité porte officiellement le numéro de 672e bataillon d'artillerie lourd allemand, mais son organisation interne dépasse largement la structure d'un bataillon d'artillerie ordinaire. Le commandant n'est pas un colonel, pas un lieutenant-colonel, mais un général de division. Qu'un général commande un seul canon, c'est extrêmement rare dans l'histoire militaire mondiale. Les soldats plaisantaient en privé que c'était « faire frire des frites avec un PDG ». Mais personne ne remettait en question le bien fondé de cette décision. Car la complexité du canon sur rail Gustave nécessitait effectivement une capacité de commandement et de coordination de niveau général. La structure des effectifs de 4120 personnes est la suivante. Groupe opérationnel de base, 500 personnes. Ce sont les troupes directement responsables du tir du canon. Elles se subdivisent en dizaines de métiers. Techniciens hydrauliciens, ingénieurs électriciens, nettoyeurs de chambres à tir, chargeurs, pointeurs, contrôleurs de tir, etc. Chaque métier nécessite une formation spécialisée. Charger un obus de 7,1 tonnes ne se résume pas à « pousser l'obus dedans ». D'abord, la grue à portique soulève l'obus du wagon à munitions et l'aligne lentement avec la chambre à tir. Ensuite, le poussoir hydraulique enfonce l'obus au fond de la chambre à tir. Puis, 1,85 tonnes de charge propulsive est chargée par section. Enfin, la culasse en forme de scorpion tourne et se ferme, verrouillée hydrauliquement. Tout le processus prend 15 à 20 minutes. Troupe de sapeurs ferroviaires, environ 800 personnes. Leur mission est d'entretenir la voie ferrée courbe. Le canon sur rail Gustave ne peut pas tourner son affût de gauche à droite. Il ne peut ajuster sa direction de tir qu'en se déplaçant le long de la voie courbe. Cela signifie qu'avant chaque tir, les sapeurs doivent calculer précisément la distance dont le canon doit se déplacer selon les coordonnées de la cible, puis démonter, déplacer et reposer la voie. L'erreur de planéité de la voie ne doit pas dépasser quelques millimètres, sinon le recul du canon de 1350 tonnes au moment du tir déformerait la voie, voire la ferait dérailler. Troupes antiaériennes, environ 1200 personnes. 2 bataillons de canons antiaériens complets. Les canons de 88 mm assurent la défense moyenne et haute altitude. Les canons automatiques de 20 mm, le balayage à basse altitude. Ils ont construit des positions anti-aériennes annulaires, avec des radars et des postes d'observation en service 24 heures sur 24. Car tout le monde sait clairement qu'une fois la supériorité aérienne perdue, le canon sur rail Gustave n'est plus qu'un canard à l'abattage. 1350 tonnes d'acier, une vitesse de déplacement inférieure à 5 km par heure, aucune protection blindée. Une seule bombe lourde peut le faire taire pour toujours. Troupes de fumigènes chimiques, environ 300 personnes. Leur mission est de dégager rapidement un écran de fumée pour masquer la position du canon lorsque l'alerte aérienne retentit. Le fumigène est spécial. Il peut former en peu de temps un mur de fumée blanche épaisse qui dure des dizaines de minutes. Mais cela ne fonctionne que contre les bombardements à vue. L'effet est limité contre les bombardements guidés par radar. Troupes de garde, environ 1000 personnes. 2 compagnies d'infanterie motorisées équipées de véhicules blindés et de mitrailleuses. Elles ont mis en place des lignes de garde à plusieurs couches autour de la position, avec des patrouilles de chiens de police la nuit. À l'intérieur de la position, personne ne peut s'approcher à moins de 50 mètres du canon sans laisser-passer spécial. Même prendre des photos nécessite une approbation à plusieurs niveaux. Il y a aussi des troupes de communication, des troupes médicales, des troupes de ravitaillement logistique, des troupes de réparation d'ingénierie, etc. 4120 personnes tournent autour d'un seul canon. La consommation quotidienne de nourriture, de carburant, de munitions, de pièces de rechange équivaut à celle d'un régiment renforcé. Du point de vue des performances tactiques, les données du canon sur rail Gustave sont impressionnantes, mais aussi déroutantes. Cadence de tir théorique, 3 coups par heure, c'est l'état limite, sans tenir compte du refroidissement du canon, du calibrage de précision et de la maintenance des équipements. En pratique, on tire environ 14 obus par jour. Cela signifie que du chargement au tir, puis au nettoyage de la chambre à tir, à la vérification des rayures, à l'ajustement de la direction,
L'intervalle moyen entre chaque obus dépasse 1 heure. 14 coups par jour. Pendant la bataille de Sébastopol, Gustave a tiré au total 48 obus. Cela a pris près de 4 jours. 48 obus, poids total d'environ 340 tonnes. Et pour tirer ces 48 obus, les Allemands ont engagé tout le 672e bataillon d'artillerie lourd, 4120 personnes, des dizaines de trains de ravitaillement logistique et un vaste système de défense. Le système de visée est un autre défaut fatal. Comme la pièce ne peut pas tourner de gauche à droite, l'ajustement de la direction de tir dépend entièrement du déplacement le long de la voie courbe. Cela signifie que Gustave ne peut attaquer que des cibles fixes ou des cibles se déplaçant extrêmement lentement. Pour les cibles tactiques qui changent rapidement sur le champ de bataille, il est presque inutile. Sa valeur ne réside que dans l'attaque d'ouvrages de défense permanents dont les coordonnées sont déjà calibrées et qui ne bougent pas. La capacité de survie est encore plus préoccupante. 1350 tonnes de poids l'empêchent de changer rapidement de position. À chaque déplacement, il faut redémonter ou reposer la voie, ce qui prend des jours. Lorsque l'ennemi maîtrise la supériorité aérienne, ce n'est qu'une énorme cible fixe. À l'hiver 1942, lorsque Gustave a été transféré sur le front de Leningrad, c'est précisément parce que les Soviétiques maîtrisaient la supériorité aérienne locale que ce canon n'a pas tiré un seul coup et a été contraint de se retirer. Mais ces problèmes, en Crimée en juin 1942, n'avaient pas d'importance. Car la forteresse de Sébastopol était précisément la cible la plus parfaite pour le canon sur rail Gustave. Fixe, imposante, solide, aux coordonnées déjà calibrées. Et la supériorité aérienne allemande était alors relativement solide. Le matin du 5 juin 1942, le premier obus était déjà sorti du canon. Le toit en béton du fort Staline a été traversé. Mais ce n'était que l'ouverture. Ce qui a vraiment fait entrer le canon sur rail Gustave dans l'histoire de la guerre, c'est le 9e obus tiré le 6 juin. Cet obus a touché une cible que les Soviétiques pensaient absolument indestructible, le dépôt de munitions de la Blanche-Dent. Sébastopol, port d'attache de la flotte de la mer Noire, goulot d'étranglement de la péninsule de Crimée. Les Soviétiques y ont construit l'un des systèmes de défense côtière les plus imposants de l'histoire humaine. L'ensemble du complexe de forteresses se compose de dizaines d'ouvrages permanents, notamment le fort Staline, le fort Sibérie, la batterie Maxime Gorky, etc. L'épaisseur du béton de ces ouvrages varie de 3 à 10 mètres, et les dépôts de munitions souterrains sont profondément enfouis dans la couche rocheuse naturelle. Les commandants soviétiques pensaient qu'aucune arme conventionnelle ne pouvait détruire ces ouvrages. Leur jugement était, avant le 5 juin 1942, presque correct. Le premier obus du canon sur rail Gustave a touché le fort Staline. L'obus perforant de 7,1 tonnes, à un angle presque vertical, a traversé plusieurs mètres de toit en béton. L'obus a pénétré à l'intérieur du fort et a explosé. Pas une explosion ordinaire, une explosion dans un espace clos. L'air à l'intérieur du fort a été instantanément comprimé. La pression atmosphérique a grimpé à plusieurs milliers d'atmosphères. Les murs en béton se sont gonflés de l'intérieur vers l'extérieur. Des fissures se sont propagées comme des toiles d'araignée. Puis, tout le fort a été éclaté de l'intérieur. Le toit s'est soulevé, les murs se sont inclinés vers l'extérieur. Les soldats, les armes, les équipements à l'intérieur ont été déchirés par le flux d'air haute pression et les débris. Quand la poussière s'est retombée, le fort Staline n'existait plus. Il ne restait qu'un énorme cratère et un tas de ferrailles tordues. Mais le fort Staline n'était que l'amuse-gueule. Le 6 juin, 9e obus. Cible, dépôt de munitions de la Blanche-Dent. Désignation soviétique, Soukaya Balka. L'emplacement de ce dépôt de munitions a été soigneusement choisi. Il se trouve à l'intérieur de la montagne sur la rive nord de la baie de Sébastopol, avec une entrée à 30 mètres sous l'eau. La couche rocheuse naturelle fournit la première couche de protection. 10 mètres de béton armait la deuxième. Le dépôt stocke des milliers de tonnes d'obus, d'explosifs et de carburant. C'est le nœud logistique central du complexe de forteresse de Sébastopol. Les ingénieurs soviétiques, lors de la conception,
ont pris en compte diverses possibilités d'attaque. Bombes aériennes? 10 mètres de béton peuvent résister à n'importe quelle bombe de l'époque. Canons de marine? Aucun navire de guerre ne peut s'approcher à portée efficace. Attaque terrestre? L'entrée est sous l'eau. Impossible d'attaquer directement depuis la Terre. Ils ont même envisagé les armes chimiques et les armes incendiaires. Le dépôt dispose d'un système de ventilation et d'extinction indépendant. Mais ils n'ont pas envisagé de canons sur rail de 800 mm de calibre. Le 9e obus de Gustave a volé pendant 42 secondes. Pendant ces 42 secondes, les défenseurs de Sukhaya Balka ont entendu ce grondement grave infernal. Ils ont levé la tête, regardé dans la direction d'où venait le son. Ils ont vu une ombre noire dans le ciel. Puis, tout a été fini. L'obus perforant de 7,1 tonnes, à plus de 2 fois la vitesse du son, a traversé l'eau de mer. L'eau n'a pas ralenti sa vitesse. 30 mètres de profondeur d'eau, pour lui, n'était qu'un voile fin. Puis, il a traversé la couche rocheuse naturelle. La roche, sous l'impact de plusieurs milliers d'atmosphères, a été coupée comme du beurre. Puis, il a traversé 10 mètres de béton armé. Des débris de béton jaillissaient dans toutes les directions, mais la structure principale de l'obus restait intacte. Il a pénétré dans le magasin principal du dépôt de munitions. Explosion. La première explosion, c'est la charge explosive de l'obus lui-même. Environ 700 kg d'explosifs à haute puissance. Dans un espace souterrain clos, la puissance de ces 700 kg d'explosifs a été multipliée par des dizaines. Puis, la réaction en chaîne a commencé. Les milliers de tonnes d'obus, d'explosifs, de carburant dans le dépôt ont été détonés par la chaleur et l'onde de choc. Une explosion en a provoqué une autre, qui en a provoqué d'autres. Les ondes d'explosion se réfléchissaient d'avant en arrière dans les tunnels souterrains, comme un énorme marteau qui frappe l'intérieur de la montagne. L'eau de la baie de Severnaya a bouillonné. Pas une métaphore, un vrai bouillonnement. La chaleur générée par l'explosion a instantanément chauffé l'eau de mer et de la vapeur jaillissait de l'entrée du dépôt de munitions sous-marins, formant un jet d'eau de plusieurs dizaines de mètres de haut. Les petits navires ancrés à proximité ont été projetés hors de l'eau par l'onde de choc, retournés, brisés et coulés comme des jouets. Toute la falaise a tremblé. Puis, elle s'est effondrée. Des milliers de tonnes de roches et de terre ont glissé du sommet de la montagne, ensevelissant à jamais l'entrée du dépôt de munitions. Un nuage en champignons noirs jaillissait des fissures de la montagne, s'élevant à plusieurs kilomètres de haut. Dans la fumée épaisse, des munitions non complètement brûlées se dispersaient dans toutes les directions comme des feux d'artifice. Ondes sismiques. Clairement enregistrées par des stations de surveillance sismique à des centaines de kilomètres. Magnitude équivalent à un petit tremblement de terre. La réaction des Soviétiques fut le chaos et la peur. Les commandants du front ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé. Le rapport qu'ils recevaient était « Le dépôt de munitions de Sukhaya Balka a explosé pour une raison inconnue ». Selon les premières suppositions, il pourrait s'agir d'une infiltration et d'un sabotage par des forces spéciales allemandes ou d'une sorte de nouvelle superbombe. Personne n'a pensé à un obus. Un seul obus venu de 30 km de là. Sur la position allemande, le canon du Gustave fume encore. Les artilleurs observent la zone cible à la lunette. Ils voient le nuage en champignons. Ils voient la falaise s'effondrer. Ils savent que le 9e obus a fait l'histoire. Mais personne ne pousse de cris de joie. Personne ne célèbre. Seul le silence. Un silence instinctif face à la violence pure. Les jours suivants, Gustave continue de tirer. 10e obus, 20e obus, 30e obus. Chaque obus vise une cible de forteresse prédéterminée. Le fort Sibérie est touché. Le poste de commandement souterrain est détruit. La batterie Maxime Gorki est touchée. La tourelle blindée est renversée. Chaque obus déchire une brèche dans le système de défense de Sébastopol. Mais la cadence de tir de Gustave diminue. La température du canon continue d'augmenter, nécessitant des temps de refroidissement plus longs. L'usure des rayures s'aggrave. La précision commence à dériver. Le système hydraulique présente des fuites, nécessitant des réparations fréquentes. Lorsque le 48e obus a été tiré, les rayures du canon étaient usées jusqu'à la limite.
Si l'on continuait à tirer, l'obus ne pourrait plus tourner de façon stable, la trajectoire deviendrait imprévisible, voire le canon pourrait éclater. 48 coups, tout le bilan de Gustave à Sébastopol. Mais ces 48 obus, combinés à l'offensive terrestre et aux bombardements aériens allemands, ont complètement brisé la volonté de défense de Sébastopol. Le complexe de forteresse, qui avait résisté pendant 250 jours, a commencé à se désintégrer physiquement. Les ouvrages en béton n'étaient plus des abris sûrs, les dépôts de munitions souterrains n'étaient plus des sources d'approvisionnement fiables. Les soldats soviétiques ont découvert que leurs ouvrages permanents, dont ils étaient fiers, étaient comme du papier devant 7,1 tonnes d'acier. Le 4 juillet 1942, Sébastopol est tombé. Les Allemands ont fait plus de 90 000 prisonniers soviétiques. La péninsule de Crimée était entièrement contrôlée par les puissances de l'Axe. Le canon sur rail Gustave, ce canon le plus imposant de l'histoire humaine, a accompli son premier et unique déploiement opérationnel réussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le destin de ce canon ne fait que commencer son chapitre le plus absurde. Après 48 obus, les rayures du canon du Gustave étaient complètement usées. Selon les normes de conception, il devait retourner dans une usine allemande pour faire remplacer son tube intérieur. Cela signifiait un nouveau démontage, un nouveau chargement, une nouvelle traversée de tout le continent européen. Mais les Allemands n'avaient pas le temps. À l'été 1942, la situation sur le front de l'Est a tourné brutalement. La bataille de Stalingrad allait éclater et les Allemands devaient investir toutes les ressources disponibles dans le groupe d'armées du Sud. La réparation d'usine de Gustave a été reportée. Il a été tracté vers une position arrière, le canon recouvert d'une bâche imperméable, attendant le prochain appel. À l'hiver 1942, l'appel est venu. Mais pas pour une réparation, pour un nouvel ordre de déploiement. Leningrad. Le groupe d'armées du Nord allemand assiégeait la ville depuis plus d'un an. Les Soviétiques lançaient constamment des contre-offensives pour tenter de briser l'encerclement. Hitler a décidé de transférer le canon sur rail Gustave sur le front de Leningrad pour utiliser son calibre de 800 mm afin de faire sauter la défense de la ville. Le convoi de transport repart, traverse l'Ukraine, entre en Biélorussie, se dirige vers le nord, vers Leningrad. Mais ce voyage est très différent de celui de Crimée. Le ciel du front de l'Est en 1942 n'appartient plus à l'aviation allemande. La force aérienne de l'armée rouge ne cesse de se renforcer, et les avions d'attaque IL-2 et les bombardiers PE-2 apparaissent fréquemment sur les lignes de communication arrières allemandes. Le convoi de transport de Gustave, cette énorme cible composée de 25 wagons spéciaux, devient la proie idéale de l'aviation soviétique. Les Allemands ont fait de leur mieux. Le bataillon de canons anti-aériens escorte tout le long, on marche la nuit et on se cache le jour. Mais c'est trop lent. Les composants de 1350 tonnes ne peuvent pas être déplacés rapidement. Chaque fois que l'alerte aérienne retentit, tout le convoi doit s'arrêter. Les soldats se réfugient dans les abris, les canons anti-aériens tirent vers le ciel. Puis, attendre. Attendre que les avions ennemis partent. Attendre que la nuit tombe. Attendre la prochaine marche. Quand Gustave arrive enfin aux positions extérieures de Leningrad, la situation sur le champ de bataille a complètement changé. Les Soviétiques maîtrisent la supériorité aérienne locale. Le système de défense anti-aérien allemand, qui pouvait protéger Gustave en Crimée, semble insuffisant à Leningrad. L'artillerie à longue portée et les roquettes soviétiques peuvent lancer des attaques saturées sur les positions arrières allemandes. Le canon sur rail Gustave est assemblé. Le canon pointe vers Leningrad. Mais l'ordre de tir n'est jamais donné. Car les commandants allemands savent clairement qu'une fois le tir effectué, l'énorme boule de feu et la fumée à la bouche du canon deviendront la cible la plus visible de l'aviation soviétique. Sans supériorité aérienne, après avoir tiré son premier obus, Gustave n'aurait probablement pas l'occasion d'en tirer un second. Le monstre d'acier de 1350 tonnes deviendrait un tas de ferraille coûteuse. Gustave a gardé le silence pendant des semaines sur le front de Leningrad. Puis, l'ordre de retraite est tombé. Nouveau démontage, nouveau chargement, encore une fois traîné à travers toute l'Europe. Cette retraite marque la fin de la carrière opérationnelle du canon sur rail Gustave. Par la suite, il n'a plus jamais été déployé sur aucun front.
Il ressemble à un monstre vieillissant, traîné d'une position arrière à une autre, fuyant les bombardements alliés, attendant une réparation et un prochain combat qui ne viendront jamais. Le 14 avril 1945, forêt d'Auerbach, Bavière, Allemagne. La fin du Troisième Reich est clairement visible. Les Soviétiques approchent par l'Est, les Américains par l'Ouest. Le commandement allemand a donné l'ordre final: détruire toutes les armes lourdes susceptibles d'être capturées par l'ennemi. Le canon sur rail Gustav, cette arme miracle dont Hitler était autrefois fier, figure également sur la liste des destructions. Les sapeurs allemands ont disposé des explosifs autour de la pièce. 1350 tonnes d'acier, plusieurs dizaines de tonnes d'explosifs. Détonation. L'explosion résonne dans la forêt. Quand la fumée se dissipe, les unités de reconnaissance américaines découvrent les débris de Gustav. Le canon de 32 mètres de long, comme une branche morte cassée, est enfoncé de biais dans la terre. L'affût est tordu et déformé, les bogies sont éparpillées. Le monstre d'acier qui inspirait la crainte n'est plus qu'un tas de débris métalliques rouillés. Les soldats américains se tiennent devant les débris, prennent des photos, mesurent, enregistrent. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi les Allemands ont construit une telle chose. C'est trop grand, trop complexe, trop cher et trop inutile. Du point de vue de l'ingénierie, le canon sur rail Gustav est un apogée de l'histoire de la construction mécanique humaine. À l'époque sans ordinateur, les ingénieurs de Krupp ont résolu, avec des règles à calcul et des planches à dessin, des problèmes extrêmes dans les domaines de la science des matériaux, de la balistique et de la mécanique des structures. Un canon de 800 mm de calibre peut supporter une pression de plusieurs milliers d'atmosphères dans la chambre à tir. Une pièce de 32,5 mètres de long peut conserver une rigidité suffisante au moment du tir. Un obus de 7,1 tonnes peut voler stablement 30 km à une vitesse initiale de 720 mètres par seconde. Ces réalisations, dans les conditions techniques des années 1940, sont dignes d'être qualifiées de miracles. Mais du point de vue militaire, le canon sur rail Gustav est une erreur catastrophique. C'est le résumé de la défaite de l'Allemagne nazie. Investissement, des centaines de millions de marks de frais de développement, des milliers de tonnes d'acier alliées à haute résistance, 4120 soldats d'élite, la capacité de transport de 25 wagons spéciaux, la couverture anti-aérienne de 2 bataillons de canons anti-aériens, la garde au sol de 2 compagnies d'infanterie, l'assemblage sur place de 250 techniciens, 54 heures de temps d'assemblage, une structure de commandement de niveau général, production, 48 obus, touché plusieurs cibles fixes, détruit un dépôt de munitions, accéléré, avec d'autres unités, la chute d'une ville. Le coût de chaque obus aurait permis de fabriquer des dizaines de chars Panzer IV ou d'équiper un escadron de chasseurs. Le coût total des 48 obus aurait suffi à armer une division blindée. Et cette division blindée, en mobilité, en flexibilité et en capacité de combat soutenue, dépasserait largement le canon sur rail Gustav. Le mythe des armes miracles d'Hitler atteint ici son point le plus absurde. Il était obsédé par le culte du gigantisme, croyant que si les armes étaient assez grandes, assez lourdes, assez effrayantes, elles pouvaient changer le cours de la guerre. Il a ignoré la loi la plus fondamentale de la guerre. La guerre est un affrontement de systèmes, une combinaison de logistique, de production, de mobilité, de supériorité aérienne, d'information, de commandement et de morale. Un canon aussi grand soit-il ne peut pas remplacer un système industriel efficace. Un canon aussi lourd soit-il ne peut pas survivre sans supériorité aérienne. La place historique du canon sur rail Gustav devient donc claire et embarrassante. C'est une impasse de l'évolution de l'artillerie. Après lui, l'humanité n'a plus jamais construit de canon mobile de plus gros calibre. Non pas parce qu'on ne peut pas le faire, mais parce que ce n'est pas nécessaire. Les missiles balistiques peuvent frapper des cibles avec précision à des milliers de kilomètres. Les bombardiers stratégiques peuvent transporter des tonnes de bombes profondément derrière les lignes ennemies. Les missiles de croisière peuvent pénétrer à basse altitude et toucher des cibles de la taille d'une fenêtre.
Ces systèmes d'armes dépassent de tout point la voie technique représentée par le canon sur rail Gustave, en portée, en précision, en mobilité et en capacité de survie. Aujourd'hui, l'objet physique du canon sur rail Gustave n'existe plus. Mais au musée d'histoire militaire de Dresde en Allemagne est conservé un obus de 800 mm non tiré, 3,6 mètres de long, 7,1 tonnes. Il repose tranquillement dans la vitrine, comme un monstre d'acier endormi. Il ne parle pas, mais il raconte une histoire sur une époque folle. Une mise en garde sur l'ingénierie qui se détache des contraintes de la raison pour servir une ambition démesurée. Une fable sur l'humanité qui s'égare dans le culte de la technologie. Debout devant la vitrine du musée d'histoire militaire de Dresde, regardant cet obus de 800 mm non tiré, à quoi pensez-vous? Peut-être pensez-vous à ce matin de juin 1942 en Crimée, à cette boule de feu orange qui a déchiré le ciel. Peut-être pensez-vous à la scène absurde de 4120 soldats tournant autour d'un seul canon. Peut-être pensez-vous au tremblement de la falaise et à l'ébullition de la mer lorsque le dépôt de munitions de Sukhaya Balka s'est effondré. Mais plus important encore, vous devriez penser à ceci. Dans le long fleuve de l'histoire humaine, la technologie n'a jamais été neutre. Elle peut être utilisée pour construire, mais aussi pour détruire. Elle peut servir la raison, mais aussi la folie. Le canon sur rail Gustave, ce monstre d'ingénierie de 1350 tonnes, est précisément l'incarnation extrême de cette dualité. Ces constructeurs étaient les meilleurs ingénieurs d'Allemagne. Leurs calculs étaient précis, leur savoir-faire irréprochable. Mais ils ont choisi d'utiliser ces talents pour fabriquer un outil de destruction inefficace, coûteux et de valeur tactique limitée. Parce que le régime qu'ils servaient n'avait pas besoin d'armes rationnelles, mais de symboles de dissuasion. Pas de meurtre efficace, mais de démonstration de terreur. Aujourd'hui, quand nous revenons sur cette histoire, le canon sur rail Gustave nous rappelle. Le progrès technologique doit aller de pair avec les contraintes morales. Les réalisations de l'ingénierie doivent servir le bien-être de l'humanité, et non sa destruction. Sinon, les calculs les plus précis, les procédés les plus parfaits, ne peuvent que devenir la note de bas de page d'une époque folle. Cet obus non tiré brille d'une lumière froide sous les lumières du musée. Il n'a pas explosé, il n'a pas tué. Il repose simplement là, attendant le prochain visiteur, attendant le prochain examen de l'histoire. Et dans la section des commentaires de YouTube, si vous avez regardé cette vidéo, laissez un message ci-dessous. Pensez-vous que le canon sur rail Gustave est un miracle de l'ingénierie ou une blague de l'histoire militaire? On se retrouve dans la prochaine vidéo.